Nous sommes dans vos murs, Monsieur Mirzaï. Le titre de cette vidéo est un message par une personne juive laissé en octobre 2023 sous mon commentaire dans un post sur X ou Twitter à propos de la relation Iran-Israël. Un message pour confirmer, je ne me suis pas trompé quand j'ai parlé de la surveillance 24 heures sur 24 depuis plusieurs mois par des personnes avec les noms juifs dans ma résidence personnelle en France, et au risque de disparition forcée par un groupe judéo-sioniste en France avec l'ignorance et la complicité du gouvernement français et en absence de la justice. Je suis enfermé dans mon appartement dans la banlieue parisienne depuis 14 février 2022. Bonjour, c'est Pejman Mirzaï. C'est la continuité de la première vidéo. Et c'est pour comprendre pourquoi je suis dans cette situation critique en France en absence totale de la justice. C'était en été 2022 que j'ai compris que ma situation est un lien avec la politique. J'étais sûr du rôle de Bernard Arnault. J'ai trouvé sa présence en Iran avec Carrefour sous le nom de Hyperstar dans une période particulière en lien avec l'Israël. Et puis, plus le temps passait, plus le rôle de judéo-sioniste et d'Israël apparaissait à travers différents éléments. Et la question simple était comment c'est possible qu'une entreprise au caractère des Carrefour soit active en Iran, déguisée et sous le nom de Hyperstar, alors qu'en même temps, les dirigeants de la République islamique, comme Ahmadinejad, tiennent les propos concernant l'Holocauste et parlent de l'effacement de l'Israël. C'est évidemment une instrumentalisation et la République islamique est sous la domination des judéo-sionistes et d'Israël. Encore, je dois rappeler que je n'ai pas de religion, je n'avais pas une activité ou une orientation politique, je ne suis pas antisémite, je raconte ce que j'ai vécu et compris. Pour une introduction, je mentionne quelques faits historiques sans rentrer dans le détail de la révolution iranienne. Il faut juste indiquer que dans un entretien avec Mike Wallace, le journaliste de la chaîne américaine CBS en 1976, Mike Wallace précise que Shah pense que Carter ne comprend pas pleinement le rôle de l'Iran dans la défense des intérêts américains au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, le Shah est engagé à assurer la sécurité de l'État d'Israël, mais il insiste sur le fait que les Israéliens doivent rendre les terres arabes qu'ils ont conquises en 1967. Et cette interview est le point de basculement, le commencement de la fin du régime de Shah et en regardant l'occupation de l'Israël aujourd'hui, Shah avec son ami ne pouvait pas rester au pouvoir. Le changement de régime dirigé par Khomeini s'est produit en France. En France, il y avait des organisations telles que CRIF et Renouveau Juif qui soutenaient activement Israël après la guerre de 6 jours de 1967 par des manifestations et en supervisant les engagements de la politique étrangère française au Moyen-Orient. Il faut juste rappeler que la France compte la plus grande population juive d'Europe et la 3e au monde après Israël et les États-Unis. Dans cette population, une partie participait dans les manifestations et rassemblements dès la guerre de 6 jours de 1967. Une grande partie de la société israélienne est composée des Français aussi.
Le CRIF a été reconnu comme un lobby pour la défense de la politique d'Israël par d'autres organisations de défense des Juifs. Le CRIF devient aujourd'hui, et depuis Sarkozy, plus influent dans la politique française. Qui vient rendre hommage à Khomeini à Paris? Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui étaient en contact avec Khomeini et Sader Qutbzadeh, le sioniste Bernard Kouchner, qui travaillait au Croix-Rouge à l'époque et qui critiquait le régime de Shah pour le traitement inhumain des opposants. En 79, vous étiez un jeune homme, vous êtes encore un jeune homme, et vous étiez allé voir l'Ayatollah Khomeini à Neuf-le-Château, avec Gonzague. Avec Sadek Gonzague. Pour cet homme. Non, j'avais trouvé, bon enfin, petit souvenir personnel, je l'avais trouvé méchant. Ah bon? Enfin, je l'avais trouvé méchant. Pas comme les intellectuels de gauche de l'époque. Non, mais attendez, il y avait de quoi. Avec tout le respect que je vous dois, nous étions influencés surtout par la SAVAK, par le fait que les arrestations arbitraires, que les droits de l'homme violés nous impressionnaient. Je suis d'accord pour les gens qui nous regardent pour dire que c'était bien pire après. Ouais. Et puis je vous dis au passage, on était à Neuf-le-Château avec Sadek Gonzadeh. Et qui a assassiné Sadek Gonzadeh? L'Ayatollah Khomeini lui-même. La police secrète, la répression de la police secrète du régime du Shah d'Iran. Et donc c'était vraiment une lutte en faveur des droits de l'homme qui nous a entraînés beaucoup trop loin, ça c'est vrai. Une erreur. Une erreur fatale. Enfin, écoutez, on verra bien. Il y a une dérive où on savait qu'on pouvait... Non, c'est une question que je vous posais. Oui, mais enfin, c'est un peu rapide, comme a été quand même votre raccourci. Vous n'aviez pas le temps, mais on ne peut pas dire les uns ont raison, les autres ont tort aussi rapidement. Ouais. Nous n'étions pas contents et nous avons été non seulement très déçus, mais horriblement ulcérés par le fait que les ayatollahs prennent le pouvoir. Bernard Roman, alors... Mais où est Bernard Kouchner aujourd'hui pour aller interroger ce régime? Dès le départ, on constate une influence judéo-sioniste dans la République islamique. Malgré les disputes apparentes entre la République islamique et Israël, depuis le début, la République islamique a fourni les intérêts d'Israël. Par exemple, l'Iran entre en guerre avec l'Irak, un ennemi de l'Israël, avec le discours provocateur de Khomeini quelques mois avant la guerre qui encourageait les Irakiens à se révolter contre Saddam. این جرثومه فساد را از بین ببرید. خدا به شما تأیید میکند اگر چنانچه قیام کنید و این شخص را از بین ببرید و یکی را خودتون به جای او بگذارید. ما هم کمک شما هستیم در این که از خود شما از ملت شما یک نفر اداره کند حکومت عراق را. En France, lors des élections de 1981, des associations qui défendaient Israël comme renouveau juif demandaient à la communauté juive de voter contre Giscard d'Estaing afin d'empêcher l'Irak de se doter de la bombe nucléaire. Israël aidait militairement l'Iran dans la guerre contre l'Irak. Selon l'article de Quentin Lenormand, l'Israël et le premier ministre israélien, Menachem Begin, ont même fourni 135 millions de dollars d'aide militaire à l'Iran dans une opération appelée Coquillage au début de cette guerre. Mais un grand changement au Moyen-Orient a commencé en 2001. It was done by a wild card, the Israeli Mossad, that's cunning and ruthless and can carry out attacks on Americans and make it look like Arabs did it. There is no question whatsoever that Saddam is seeking and is working and is advancing towards the development of nuclear weapons. No question whatsoever. If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. Benjamin Netanyahu has publicly said the September 11th attacks have been good. Et avec le succès d'Ahmadinejad en Iran, d'abord comme maire en 2003 et puis comme président en 2005,
la politique de la République islamique est devenue plus radicale et entre officiellement dans une nouvelle direction avec le coup d'État 2009 et la réélection d'Ahmadinejad. Le pouvoir en Israël était entre les mains d'une personne radicale comme Benjamin Netanyahu. À l'époque d'Ahmadinejad, avec ses propos dictés pour une utilisation uniquement instrumentale sur l'Holocauste et l'effacement de l'Israël, sanctions de l'ONU, les menaces de guerre par Bernard Kouchner en 2007, l'entrée de Carrefour au nom de Hyperstar en Iran avec l'investissement de Bernard Arnault en 2007 et avec l'aide directe du gouvernement Sarkozy, la République islamique entre dans une voie qui, selon certains propos des dirigeants de la République islamique, ne peuvent être que la domination totale et le colonialisme politique. Alors Bernard Kouchner, il y a 5 ans, vous étiez ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que vous disiez? C'était en septembre 2007. Vous disiez, le monde doit se préparer au pire qui est la guerre face à l'Iran. 5 ans après, vous dites la même chose ou vous dites c'est évitable? Oui, il y a eu une petite parenthèse. Nous devons nous préparer au pire. Et le pire serait quoi? M'a-t-on posé la question. J'ai dit le pire ce serait la guerre. Ça voulait dire qu'il faut tout faire pour l'éviter. Donc 5 ans après. Oui. Attendez, il faut tout faire pour l'éviter. Il faut continuer à tout faire pour l'éviter. Mais je voudrais dire un mot sur ce que vous avez dit. Moi, je partage votre sentiment. C'est un grand pays, non seulement un grand pays par sa géographie, mais par sa culture, par le fait qu'elle comptait dans l'histoire. Et puis ce sont des Perses, et puis ce sont des chiites. Ça compte beaucoup pour les oppositions, n'est-ce pas? Mais à part ça, je suis tout à fait persuadé que la majorité du peuple iranien pense qu'en effet, l'oppression est trop forte. D'ailleurs, les résultats économiques sont désastreux pour eux-mêmes, pas seulement le bazar, tout le monde, et qu'ils ont vraiment envie de changer. Mais ça veut dire que la gangue religieuse, c'est-à-dire l'extraordinaire pesanteur, même si c'est culturel, pèse terriblement sur les gens. Et s'il n'y avait pas eu cette répression féroce, je pense que le mouvement vert représentait largement la majorité. Alors on explique aussi pour les gens qui nous regardent, qui ne savent pas peut-être ce que sont et le bazar et le mouvement vert. Le bazar, en fait, c'est la bourgeoisie traditionnelle économique du pays, les commerçants. Oui, et le mouvement vert Alors le mouvement vert, c'est ce qui a été, si vous voulez, une campagne de M. Moussavi à l'époque des élections, mais qui s'est transformé en un mouvement de protestation contre le résultat truqué des élections. Après l'élection qui a sans doute été truquée, mais qu'en tout cas la majorité de la population iranienne a jugé truquée de M. Ahmadinejad. Et les moyens pour étouffer cette protestation populaire ont été extrêmement violents. Alors une question. Qu'est-ce qui pèse le plus aujourd'hui sur la société iranienne? Est-ce que ce sont les ambitions nucléaires d'Ahmadinejad ou est-ce que ce sont le poids et les contraintes du régime islamique? Non, mais c'est surtout le fait que la majorité des Iraniens, dès le début, se sont posé la question, si ce régime prétend au monde entier que nous n'avons aucune intention malsaine, pourquoi emmener notre pays jusqu'à ce point de crise, cette situation où il y a une isolation totale, et là, on parle des et ce niveau nucléaires, de sanctions, et d'amener notre pays jusqu'au risque de rentrer en guerre si vraiment c'était des intentions... Quand vous entendez Ahmadinejad dire « on veut détruire Israël », il faut le prendre au sérieux ou pas? Absolument. Absolument. C'est quelqu'un qui, dans sa vision, a une espèce d'attente de préparer le terrain pour un retour messianique du 12e imam. Il y croit vraiment. Mais alors lui, il faut le prendre au sérieux. Est-ce que Khamenei, est-ce que les dirigeants iraniens ont la même vision du monde, la même vision de la stratégie du pays? Je vous expliquerai ça dans les grandes lignes. À l'époque de la guerre froide, on en parle. En Iran, avec la présidence d'Ahmadinejad, ils ont fait un changement à l'intérieur du régime sans une guerre apparente. Le noyau de pouvoir politique en Iran a été changé aussi. Ce Khamenei qui a fait un discours dans le sermon de prière de vendredi après la réélection d'Ahmadinejad de 2009 pour calmer les manifestations a disparu de la scène politique en Iran. من میخوام عرض کنم به این حضرات امروز
یک لحظه حساس تاریخی برای کشوره. نگاه کنید به وضع دنیا، نگاه کنید به وضع خاورمیانه، نگاه کنید به وضع اقتصادی عالم، نگاه کنید به مسائل کشورهای همسایه ما مثل عراق، مثل افغانستان، مثل پاکستان. نقطه حساسی از تاریخ ما قرار گرفتیم. Michael Ledin, un analyste politique juif américain et ancien collaborateur des services secrets américains et israéliens, affirme le 13 octobre 2009. Une source fiable en Iran lui a dit que Khomeini est en coma et plus tard il confirme sa mort. Bernard Arnault est connu avoir une relation avec les hommes politiques nationaux et internationaux. Il est aussi connu en France pour utiliser l'espionnage comme une nouvelle façon de faire le business des affaires dès les années 80. Il a utilisé le service de renseignement français pour des affaires personnelles pendant la présidence de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, il a complètement accès au service de renseignement. Bernard Arnault a investi dans le groupe Carrefour en 2007. La relation de Bernard Arnault et le sionisme et Israël n'est pas une question distincte de la politique française. Bernard Arnault a bâti son empire grâce à Antoine Berlin, fils d'un militant sioniste proche de Chaim Weizmann, l'un des premiers fondateurs de l'État d'Israël et premier président d'Israël entre 1949 et 1952. Bernard Arnault est un partenaire proche de Maurice Lévy. Ils ont cofondé Viva Technologies, le plus grand salon de start-up et de technologie en Europe. Daniel Sheikh, ex-ambassadeur d'Israël en France, dans un interview sur la chaîne israélienne I24 News, a présenté Maurice Lévy comme quelqu'un que l'État d'Israël lui doit une immense aide. Israël doit à Maurice Lévy une immense dette de reconnaissance. Immense. Il a fait des choses incroyables pour notre pays. Certaines sont connues, certaines moins. Et il n'y a pas un de mes prédécesseurs ou de mes successeurs en tant qu'ambassadeur d'Israël qui n'a pas pu profiter de son amour pour notre pays. Maurice Lévy a aussi des collaborations avec Carrefour. Bernard Arnault a investi dans la société israélienne de cybersécurité Wiz. En février 2023, Bernard Arnault a participé également à une réunion d'affaires franco-israélienne à l'occasion de la visite de Benjamin Netanyahu à Paris. Carrefour a été boycotté à plusieurs reprises pour son activité politique en Chine en 2008 et par les activistes pro-palestiniens pour sa complicité dans l'occupation israélienne. Sa marque Tiffany & Co a été aussi visée par les activistes pro-palestiniens. Les caractéristiques de Bernard Arnault et de Carrefour sont claires. La seule et cruciale question qui se pose, comment c'est possible qu'une entreprise avec caractéristiques de hyperstar, donc Carrefour, soit active en Iran et en même temps qu'Ahmadinejad ou le guide suprême font des propos anti-israéliens. Ça montre clairement que c'est une instrumentalisation pour fournir l'intérêt stratégique de l'Israël et que les sionistes conduisent la République islamique et les mollahs. Cette image montre la chaîne des magasins de Hyperstar en Iran. Hyperstar a investi dans 2-3 affaires en Iran, notamment dans Snap, qui est équivalent de Uber,
Esnab a été accusé pour la complicité dans l'arrestation des opposants iraniens pendant les manifestations pour Mahsa Amini. Depuis la présidence Ahmadinejad, on trouve quelques responsables politiques iraniens qui commencent à parler d'une sorte d'état profond ou un état caché dans le régime islamique. Premier témoignage est celui de Hashemi Rafsanjani, l'homme le plus puissant après le guide suprême, qui a parlé d'un groupe dangereux avec le pouvoir décisionnel supérieur à celui de guide suprême. Il a été supprimé suite à une mort suspecte quelques mois avant l'élection d'Emmanuel Macron en 2007. الان گرفتار یه چیزی غیر از آقا هستیم ما که اونا خیلی تنوع‌تر از اونا هستن که آدم پیاده کنه ایشون به من گفت من دارم احساس خفقان میکنم. Le deuxième témoignage est les propos de Mohammad Sarafraz, l'ancien chef de la radiodiffusion de la République islamique d'Iran, qui a démissionné de la tête de cette organisation en 2016, qui a parlé d'un État caché qui a le pouvoir considérable et une liberté d'action sans limite dans la République islamique. یک کلیدواژه مهمی فرمودید. اگر میشه امکان داره یه در مورد حکومت پنهان بیشتر توضیح بدید ممنون میشم. عرض کردم الان فکر میکنم خیلی ها میدونن یا پی بردن یا میترسن حرف بزنن یا ابعادشو نمیدونن، اما به هر حال این حکومت پنهانی که من میگم مثل تشکیلات پنهانی هست که اختیار زیادی داره، در حوزه‌های مختلف میتونه عمل کنه، در حوزه قضایی، در حوزه امنیتی، پول حساب دارن، رسانه دارن، لشکر سایبری دارن، نمیدونم در همه حوزه ها و در بسیاری از امور مملکت صاحب نقش هستن. بیش از این نخواهید که من مصداقی توضیح بدم. فکر میکنم خیلی روشنه یا الان برای خیلی ها روشن‌تر شده که با یه اختیار بسیار وسیع و گسترده و بدون اینکه اگر لازم شد پاسخی به جایی بدن که چرا این کار کردن، چرا مثلا این آدمو گرفتن، چرا اونجا برخورد کردن، چرا این رفتار رو کردن و بحث‌های از این قبیل. این اتفاقی که در کشور وجود داره. En novembre 2019, ces décideurs du régime et cet État caché en Iran ont clairement commis des crimes contre l'humanité en Iran avec la complicité de la République islamique.
les manifestations des Gilets jaunes en France et les manifestations de novembre 2019 en Iran se produisent au même moment. Dans les manifestations en Iran, au moins 1500 manifestants et non-manifestants ont été massacrés dans la coupure complète d'Internet et de l'étrange silence des médias français. L'annonce de doubler le prix de l'essence le vendredi matin 15 novembre 2019 qui a provoqué les manifestations de novembre 2019 en Iran était un jour avant le premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes en France, le samedi 16 et le dimanche 17 novembre 2019. Le 7 novembre 2019, une semaine avant d'annoncer l'augmentation du prix de l'essence en Iran, le président turc Tayyip Erdogan, en marge de sa visite en Hongrie, a prévenu que les responsables des manifestations en Irak probablement ont l'intention d'étendre ces manifestations en Iran et Javad Zarif, ex-ministre des Affaires étrangères, l'a remercié 2 jours après le 9 novembre 2019. Il semble que le but était de créer une sorte de choc à part l'augmentation du prix de l'essence. La coïncidence avec l'anniversaire du mouvement des Gilets jaunes étouffe les cris des manifestants iraniens et empêche que leur voix soit entendue hors de frontières. Après avoir évoqué ce sujet et la coïncidence des manifestations en Iran et en France, sur mon compte Twitter, cette information sur le discours de Tayyip Erdogan a été supprimée de Wikipédia en persan. Ali Khamenei, guide suprême de la révolution, ainsi que Hassan Rouhani, l'ancien président, et aucun des responsables de la République islamique n'ont accepté la responsabilité d'annoncer cette augmentation de prix. در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت. اصلا اون شبی که اجرا شد من نمیدونستم اون هفته است یا هفته بعدی، چون گفتم به منم نگید، شما خودتون برید برنامه‌ریزی کنید، تو صدا و سیما کار تبلیغات انجام بدید، هر شبی که مناسب بود اجرا کنید. خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده، برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بهشونم گفته بودم به من نمیخواد بگید، خودتون برید برنامه‌ریزی کنید، منتها قیمت همه چی تو سران سه قوه تصویب شده بود. Ces propos ont lieu à un moment où au moins 1500 personnes ont été tuées dans cette manifestation. Selon les statistiques, plus de 7500 décès sans raison ont été enregistrés à l'automne 2019 et 6300 décès sans raison en novembre 2019. C'est effroyable de voir comment les décideurs de la République islamique peuvent agir secrètement au nom de la République islamique et sous la forme d'un crime silencieux concernant les questions sociales, économiques, culturelles et environnementales en Iran. La République islamique a commis plusieurs crimes dans son histoire. Depuis l'époque d'Ahmadinejad, on constate une augmentation significative de crimes organisés, de la corruption dans la République islamique. La réalité est que la République islamique est un régime qui l'exploite en secret en même temps qu'il le critique. C'est un régime qui l'ont infiltré dès le départ
et qui m'ont donné des directions par différentes façons jusqu'à aujourd'hui. Et les victimes de cette politique sont l'Iran et les Iraniens. Pour comprendre cette hégémonie judéo-sioniste et d'Israël en Iran, il suffit de consulter les articles et les sources sur la présence de Catherine Shakhtar en Iran et sa coopération avec le noyau de pouvoir de la République islamique. Catherine Shakhtar, journaliste, analyste politique et commentatrice française, est née dans une famille juive en France. Elle a écrit plusieurs livres et articles sur l'islam chiite et s'identifie désormais comme sioniste laïque. Catherine Shakhtar rencontre Ali Khamenei, le guide suprême iranien, lors de son premier voyage en Iran. Elle a coopéré avec le site anglais d'Ali Khamenei et a interviewé le candidat Ebrahim Raisi en 2017. Il est indiqué dans divers articles que l'entretien avec Raisi a été réalisé avec l'aide de Nader Talebzadeh, journaliste, cinéaste conservateur iranien, et avec la coordination de chaînes RT russes. Talebzadeh a été accusé d'espionnage pour le compte d'Israël. On dit que Catherine Shakhtar aurait eu des relations avec une centaine de hauts responsables du corps des gardiens de la révolution islamique, dont Yadullah Jagoni, le chef du bureau politique du corps des gardiens de la révolution islamique, mais ces relations ont été démenties. Catherine Shakhtar a également rencontré Hassan Rouhani, ancien président, et d'autres responsables politiques en Iran. Elle a écrit plusieurs articles dans le Times of Israel. Elle a été accusée d'espionnage pour le compte d'Israël, mais elle a nié cette accusation. Imam, that means everything to them. You know, he has become, hope. He has become our future. He's our legacy. He's everything. And I think that people today understand, Imam Hussein and his message as being the message of Prophet Muhammad. Il n'y a aucun doute sur cette hégémonie et domination judéo-sioniste d'Israël en Iran. Quand on constate d'un côté la présence de Carrefour et de Catherine Shakhtar de cette manière en Iran, et d'autre côté les propos anti-israéliens dictés pour une utilisation instrumentale en faveur de l'intérêt stratégique de l'Israël, qui ont imposé des différentes sanctions aux Iraniens et augmenté la menace d'une guerre en Iran. Israël et les sionistes contrôlent à la fois la République islamique et l'ensemble de l'opposition à l'intérieur et à l'extérieur. Ils sont très présents sur les réseaux sociaux de différentes manières, et quand je voulais parler de Bernard Arnault et de Carrefour dans différents espaces de Twitter, c'est des comptes qui étaient connectés à Israël qui venaient m'empêcher de parler. La politique française est une politique traître, trompeuse et opportuniste envers les Iraniens, et poursuit son rôle de traite partout dans l'Union européenne et dans d'autres organisations. Par exemple, à cause des propos provocateurs d'Ahmadinejad, Bernard Kouchner, le ministère des Affaires étrangères de Sarkozy, a parlé d'une menace de guerre en Iran en septembre 2007, alors que Bernard Arnault avait officiellement investi dans le Carrefour 6 mois avant pour développer les magasins Carrefour en Iran. En réalité, cette instrumentalisation est non seulement pour fournir à l'intérêt de l'Israël, mais il l'utilise comme un levier de pression pour exploiter encore plus la République islamique.
L'événement en Iran depuis la présidence d'Emmanuel Macron. Plus de 2000 morts minimum. Manifestation de décembre 2017, 25 morts. Manifestation de novembre 2019 et sa coïncidence avec la manifestation des Gilets jaunes en France, minimum 1500 morts. Vol 752 d'Ukraine, 176 morts. La boîte noire de ce vol a été examinée en France. Aucune information importante n'a été révélée. Visiblement, tout allait bien jusqu'à l'écrasement par terre, exactement comme la situation. جعبه سیاه و 19 ثانیه اول پس از اصابت نخستین موشک میگوید صدا و یا نشانه‌ای از وضعیت کابین مسافران در صداها و اطلاعات ضبط شده وجود نداره. Manifestation 2022 pour la mort de Mahsa Amini. Minimum 520 morts, dont 74 enfants. Les cartouches de marque française Chédid ont été utilisées pour réprimer ces manifestations malgré les sanctions de l'Union européenne. De nombreuses personnes ont perdu la vie ou les yeux à cause de ces cartouches. Juste avant les manifestations, Emmanuel Macron a rencontré Ebrahim Raïssi. Et pendant les manifestations, Emmanuel Macron a rencontré quelques activistes iraniennes par l'intermédiaire de Bernard-Henri Lévy et Caroline Forest. Cette jeune Roya qui donc a dû s'enfuir après cette photo, qui est devenue virale en Iran, je peux vous dire que ça lui fait un contraste. D'arriver à Paris, il a fallu aller la chercher. D'ailleurs, il y a une organisation comme Justice for Kurds, Justice pour les Kurdes, parce qu'elle est kurde, qui est allée l'aider à venir jusqu'à l'Élysée. Et elle venait d'arriver, vous la voyez, et elle venait de raconter son histoire au président français, qui en a été honnêtement très ému, on le voit sur ces images. Reveal in my book is that Iran is named Iran since March 1935. Before that, it was Persia. And there was an order, a demand of the Nazi regime, of the embassy in Tehran, asking the Iranians, the Persians of this time, to change their name and to become Iran because of Aryanism, you know, sort of brotherhood in Aryanism between the Nazis and the Persians and the Iranians. So you have, till today, a deep background, very dark, dating to the fascist period, which is still embedded in the DNA of the Iran of today. Je suis inconditionnellement attaché à Israël. La diplomatie, c'est de parler avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord et d'essayer de réduire ces écarts et de faire œuvre utile. Et donc c'est ce que j'ai fait avec le président Raïssi, comme je l'avais fait avec son prédécesseur. Et vous continuez à le faire aujourd'hui? Et donc je lui parlerai, oui, dans les semaines à venir, en particulier après cet échange, parce que je pense que la bonne pression, c'est des sanctions sur des choses qui sont objectivées et ce que nous menons par ailleurs, mais c'est aussi d'engager ce travail pour essayer de les faire bouger, ou en tout cas démontrer qu'il n'y a pas d'avancée sinon. Et quelles que soient, si je puis dire, les situations de guerre ou de révolution intérieure, je pense que c'est le devoir de la France de parler. Et je leur ai dit, ça ne vous sert à rien si je ne parle pas. C'est peut-être plus confortable même à titre personnel pour moi, mais ça n'est pas utile. Et je pense que ce n'est pas le rôle de la France. Le rôle de la France est d'essayer de mener cette diplomatie la plus efficace possible. Et c'est de reconnaître aussi ces combattantes, ces combattants de la liberté. La politique française a une part de responsabilité de tout ce qui se passe en Iran. Une politique traître, mensongère, trompeuse et opportuniste envers les Iraniens depuis des années. Ce n'est pas difficile à connaître. Dans mon histoire, la complicité du gouvernement est évidente et Bernard Arnault
et en Iran avec l'aide directe de la politique française, et donc forcément la politique française bénéficie de cette politique. Dans mon histoire, il y a eu le contrôle de Bernard Arnault à l'aide du gouvernement français, puis l'intersection avec la politique. Il n'y a rien à nous reprocher ni à inventer. Et je ne suis pas seul à être contrôlé par Bernard Arnault. Cet homme, c'est une véritable pourriture. Et les gens qui achètent ces produits le soutiennent. Vous êtes complices. En France, j'ai constaté vraiment deux États. Il y a l'État officiel, il y a un autre État dans lequel on trouve Bernard Arnault et un groupe judéo-sioniste. L'autre État a la possibilité d'utiliser l'ensemble des services de l'État. Il a l'autorité et bénéficie d'une liberté d'action sans limite et sans aucune crainte. C'est un État dans l'État. Dans mon histoire, la plupart des personnes qui sont infiltrées dans ma résidence, hommes et non-juifs, de différentes origines avec une idéologie. Ils ont la possibilité de frapper la porte d'un avocat en France pour voler le dossier d'un client. Et quand j'ai contacté l'avocat par un numéro caché par Skype, l'avocat était effrayé et non seulement il ne m'a pas donné un rendez-vous, mais il m'a traité de malade mental. Pour moi, ces groupes sont des groupes essentiellement judéo-sionistes avec une idéologie. Ils sont en contact avec Bernard Arnault et soutenus sans doute par Benjamin Netanyahu. Cela explique leur autorité et leur impunité. Ils sont en contact avec des groupes similaires aux États-Unis et comme j'ai montré dans mes vidéos et dans mon livre, ce groupe est en contact direct avec l'Iran aussi. Ils sont vraiment présents en Iran avec une autorité et une liberté d'action sans limite. La République islamique est sous colonisation sioniste capitaliste par Benjamin Netanyahu et Bernard Arnault avec la complicité du gouvernement français. J'ai raconté dans mon livre comment ce groupe soutenait la réélection d'Emmanuel Macron en France et depuis l'Iran. Ça veut dire que ce gouvernement fournit ses intérêts, ce qui explique les événements en Iran depuis l'élection d'Emmanuel Macron et ma situation d'aujourd'hui en France et la complicité évidente de ce gouvernement dans mon histoire. C'est la politique française qui a détruit ma vie avant tout. N'importe régime démocratique doit garantir à ses citoyens d'abord la sécurité, la protection et puis la justice. Dans mon histoire, diverses organisations gouvernementales ont clairement collaboré contre moi. Et s'il m'arrive quelque chose, c'est une disparition forcée.